Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, concrètement, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'écoute active qui est vraiment le cœur de la conversation intentionnelle. Concrètement, pourquoi? C'est parce que sans écoute, il n'y a pas de persuasion. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des disputes en famille ou des débats un peu houleux avec vos collègues, en parlant de politique, mais pas que, hein. Vous essayez d'avoir raison, en gros. Eh bien, je ne sais pas si vous vous êtes déjà, ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, je sais que ça m'arrive encore régulièrement, alors même que c'est mon travail, où je n'écoute que pour savoir ce que je vais répondre. Donc, on se lance dans un espèce de ping-pong qui n'a aucun sens, dans lequel je ne cherche que la faille d'arguments, l'oubli, le bégaiement, le truc qui est pas à 100% exactement ce qui devrait être dit. Et paf, au moment où ça arrive, je chope l'opportunité et je relance la machine en disant: Ah oui, et alors tu penses que ça, c'était vraiment nécessaire? Et donc, du coup, toi, tu dis ça. Ah bon? Alors, vous voyez bien le genre d'ambiance. Bon, déjà, c'est pas très sympa comme conversation. Je ne sais pas si la dernière fois que vous avez eu ce type d'échange avec des proches, vous vous êtes ressorti de cette conversation en vous disant: Vraiment, on a avancé. Le débat est plus serein et chacun a fait un pas l'un vers l'autre. A priori, non. Donc déjà, c'est pas très sympa et puis surtout, c'est pas très efficace. Parce que même si vous essayez de convaincre, l'objectif n'est pas de vous faire avoir, de vous faire accepter que non, chacun ses opinions, on n'a pas besoin de convaincre les uns les autres. On est un mouvement politique hein, ici, donc l'objectif, c'est quand même de convaincre les gens de voter pour les personnes dont nous, on pense qu'ils vont vraiment pouvoir nous permettre une alternative politique joyeuse et une capacité de vie sur Terre, ce qui est quand même bah, la barre est au sol, hein, mais bon, quand même, on en est là. Donc, dans ces conversations, si on a vraiment envie de convaincre, il faut vraiment qu'on arrive à se départir de cette idée de j'essaye de marquer des points. On peut avoir envie de... En fait, on peut marquer des points à très court terme dans un débat, mais ce qui va ressortir, ce que la personne va, avec laquelle elle va repartir chez elle, c'est ouais, bah j'ai perdu le débat. Et pas ah, intéressant ce truc qu'elle m'a dit, ça me fait réfléchir. Concrètement, si on essaye vraiment de convaincre, on essaye de comprendre quels sont les blocages chez l'autre. Si on parle, je ne sais pas moi, de l'attaque Zuckman, si vous, je ne sais pas si vous avez eu ce débat avec vos proches récemment, où on vous a dit, moi je sais que ça m'est arrivé, oui, mais d'autre manière, dans ce pays, on taxe toujours trop, on taxe les gens qui réussissent, on est jaloux des riches, on n'aime pas la réussite, etc. En fait, il y a plein de raisons de penser ça, a fortiori quand on n'est pas concerné par la taxe Zuckman, hein. Je rappelle, c'est 1800 foyers. Donc, c'est très intéressant comme étude de cas, parce qu'en fait, c'est plein de gens qui défendent un truc qui leur rapporterait potentiellement 20 milliards. Donc, nous, on se dit, bah, enfin, ils sont complètement cons. On a un trou de 20 milliards. Le gouvernement est en train de nous dire on va faire 20 milliards d'économies. On leur dit, hey, on a trouvé 20 milliards sans que ça pèse sur toi. Et eux, ils disent non. Et ils trouvent tout un tas d'arguments. Mais ce qui est intéressant, c'est de creuser, d'essayer de comprendre pourquoi c'est important pour les gens de penser ça. Concrètement, si on balance plein d'arguments pour la taxe Zuckman dans le vide, sans savoir ce qui est important pour l'autre, ce qui va faire mouche, bah, ça n'a aucun sens. En fait, on fait une espèce de liste à la Prévert sans savoir ce qui va vraiment toucher la personne. Pour savoir ce qui va vraiment toucher la personne, bah, c'est assez clair, hein, il faut repérer les valeurs et les émotions derrière. Quand quelqu'un qui gagne 2 200 € par mois vous dit, mais en France, on aime trop taxer les riches, euh, de toute manière, on n'aime pas la réussite. Moi, ça m'interroge parce que je me dis, mais tu as bien compris que ces 100 millions, les personnes qui seront taxées, c'est des personnes qui ont un patrimoine de plus de 100 millions. Bon, a priori, la personne sait. Donc, c'est bien qu'il se joue derrière des choses bien plus étranges que la peur d'être taxé enfin, de la peur d'être taxé, en tout cas par la taxe Zuckman. Et c'est là que il faut chercher. Donc, il y a toujours une émotion, surtout dans une réaction aussi épidermique, qui guide cette pensée. Parce qu'elle est de l'ordre de l'irrationnel. Mais c'est ça pour la taxe Zuckman, mais c'est aussi ça pour quelqu'un qui vous dit, il y a trop d'immigrés en France. Ah bon? Pourquoi?
La réponse n'est pas non, tu peux pas dire ça. C'est ah bon, mais pourquoi? Par exemple, j'avais cette conversation avec ma meilleure copine, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, qui vote à droite, voire à l'extrême droite, euh, et qui me dit oui, Sarko, de toute manière, ils sont tous pourris, mais lui, c'est juste parce qu'il est de droite qu'il a été mis en tôle. Alors moi, alors même que c'est mon travail, j'avais bu 2 pintes, donc je lui dis quoi? Mais t'abuses, mais franchement, mais c'est n'importe quoi. Mais tu sais ce qu'il a fait, Sarko? Et paf, je me suis lancée sur une grande leçon juridique de ce qu'avait fait Sarko. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour vous dire que c'est normal, hein, c'est des réflexes qu'on apprend dans le débat. D'ailleurs, ça n'est pas un débat, une conversation intentionnelle. Hein, c'est pas un débat entre deux opinions, c'est une conversation entre deux gens qui s'aiment et qui ont envie de se comprendre mutuellement. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut construire la confiance. Concrètement, si l'autre ressent que vous avez envie de l'écraser, de l'éduquer, de le convaincre à tout prix, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que, et c'est bien humain, les gens ont envie de se dire, mais enfin, je suis pas débile, si je pense ça, c'est quand même que j'ai raison. Donc si vous arrivez en commençant votre point de vue en disant, en fait, c'est super con, attends, je vais t'expliquer, ce qui est finalement un peu ce que j'ai fait avec ma copine, avec Sarko, bah ça fonctionne pas. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Elle a dit oui, bon, elle est d'accord. Bon, elle a coupé court à la conversation. Ce qui n'est pas du coup une conversation, parce que elle a dit quelque chose, j'ai répondu, elle a coupé court. C'est pas vraiment un échange. Hein. L'objectif, ce que j'aurais dû faire, c'est montrer déjà que je la respecte et que son vécu est légitime. Et pour faire ça, il faut creuser, 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 en disant à l'autre, mais du coup, en fait, pourquoi c'est important, si je prends l'exemple de Sarko, pourquoi c'est important pour ma copine de se dire que la seule raison pour laquelle Sarko est en tôle, c'est parce qu'il est de droite. C'est quand même un peu surprenant, ce truc. Parce que en vrai, elle en a rien à faire de savoir que Sarko est de droite. Bon. Mais si j'avais creusé, et comme je la connais très bien, et que j'ai écrit quand même un bouquin sur elle, donc j'ai déjà creusé avec elle, je sais que ce qu'elle pense au fond, c'est que les gens de droite, les patrons, comme elle, donc en l'occurrence son conjoint a un garage de mécanique et elle fait l'accueil, le secrétariat, la comptable, etc., que, je la cite, on nous pardonne rien. Donc en fait, elle se dit, moi, si je fais une erreur, l'URSSAF vient, ma boîte peut fermer. Si je fais une erreur d'hygiène, si j'ai une erreur juridique, alors que les textes changent tout le temps. En fait, elle a peur d'être emprisonnée à tort. C'est ça qu'elle dit. Et donc, elle voit Sarko, qui aime les patrons, qui est de droite comme elle, et elle se dit, mais il me représente. En fait, c'est juste quelqu'un qui a eu du courage d'essayer, il a fait une erreur, et paf, on lui a rien laissé passer, il est parti en tôle. Ce qui est absolument faux, bien évidemment. Mais si je n'ai pas réussi à comprendre qu'en fait, elle, quand elle dit tout ça, c'est sa peur d'être sanctionnée de manière injuste parce que autour d'elle, elle a vu des gens qui ont fait faillite. Son conjoint, avant de monter son garage de mécano, il fabriquait des pièces de voitures et enfin, son client principal a fini par aller se fournir en Chine pour une fraction du prix. Du coup, il a fait faillite. Euh, elle est donc marquée par ça. Sa famille donc son père restaurateur qui a failli fermer pendant le Covid, alors même que sa mère, par exemple, qui est fonctionnaire, elle, a été payée pendant le Covid. Donc elle, son mindset, son truc de base, c'est nous, on ne nous pardonne rien. Quant aux gens de gauche, aux assistés, aux fonctionnaires, vous ne pouvez pas être viré. C'est intéressant. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est important de le comprendre parce que ce que je vais lui dire, ça va pas être, mais c'est pas vrai. Enfin, ça va pas être des grands, comme je l'ai fait, hein, des grandes tirades sur la droite. Ça va être, mais tu sais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Sarko, c'est pas la première fois qu'il est condamné. En fait, il est coutumier du fait. Est-ce que tu sais pourquoi il a été condamné? En l'occurrence, pour avoir blanchi quelqu'un qui a assassiné plus de 50 Français. Pour quelqu'un qui aime l'ordre et l'autorité et qui a de la famille dans l'armée, ça, c'est du déshonneur. Ça, comme je la connais bien, je sais que c'est un truc sur lequel je peux l'emmener. Mon oncle qui a une PME et qui me parle de la taxe Zuckman, lui, je sais très bien ce qu'il me dit. C'est
On est trop taxé en France. Mais quand il me dit non, mais la taxe Duckman, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est pareil. Ma réponse ne peut pas être non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai qu'on est taxé en France, regarde les chiffres, nanana. Là, si moi je suis maline, parce que j'ai creusé pourquoi c'était important pour lui de dire qu'il trouvait qu'on était trop taxé en France, c'est parce que lui, il se sent un peu comme le jambon dans le sandwich. Entre les petits et les gros, et qu'il a l'impression que c'est les moyens qui payent tout le temps, la classe moyenne, les petits patrons, etc. Et là, mon argumentaire va être le suivant. Oui, mais tonton, tu sais, toi, tu payes. Mais est-ce que tu sais que les grands patrons du CAC 40, on leur file 211 milliards d'aides publiques sans aucune contrepartie? Toi, si demain, tu as un gars qui a un accident de travail, tu vas avoir des emmerdes. Mais est-ce que tu sais que eux, ils ont des armées d'avocats? Toi, tu payes tes impôts. Eux, ils ont des armées de fiscalistes. Ce qui n'est pas normal, c'est que eux qui ont tout payent moins que toi. Et en fait, ça, ce discours, ces réponses, vous ne pouvez les comprendre que si, un, vous avez construit de la confiance, c'est-à-dire que l'autre ne se dit pas, ah, en fait, il est juste là pour me dire que je suis con, m'humilier et gagner le débat. Et deux, vous avez écouté, creusé pour adapter votre proposition pour que ça fasse écho directement à l'angle qui est important pour la personne. Je le redis enfin, pour pouvoir faire ça, il faut pleinement écouter. Il faut être présent dans la conversation. Il faut regarder l'autre, il faut regarder son langage corporel, il faut regarder la manière, est-ce que son regard est fuyant, est-ce qu'il ou elle a envie, croise les bras, a l'air d'avoir envie de s'embêter, de partir, de mettre fin à la conversation. Si c'est le cas, alors il faut se détendre, il faut ne pas crier, ne pas lever la voix, sourire, avoir l'air sympa. On parlait des recettes de la victoire de Zoran Mamdani à la mairie de New York. Mais un truc que la gauche française oublie beaucoup, c'est qu'en fait, Zoran Mamdani, il a l'air sympa. Et il n'explique pas la vie à tout le monde. Il essaye d'accueillir le plus largement dans ses troupes en disant, tu sais quoi, je m'en fous de pour qui t'as voté avant. T'as voté pour Trump, on s'en fout. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que New York, c'est trop cher? Oui? Alors viens, on a des trucs à se dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé parce que c'est comme quand vous essayez de vous faire des potes. Je sais pas, vous arrivez sur un nouveau boulot. Rappelez-vous quand vous êtes arrivé sur votre campus, quand, si vous étiez étudiant dans une nouvelle école, vous essayez de vous faire des potes. Est-ce que vous êtes odieux? Est-ce que ça fonctionne? Non. Les gens, ils ont envie d'avoir des conversations avec des gens sympas. C'est très basique, hein, ce que je vous raconte, mais en fait, très souvent, on oublie. Parce que nous, quand on est militant, on part du principe que le plus important, c'est l'idée. Mais c'est pas vrai, ça. Pour la plupart des gens, y compris les gens qu'on essaye de convaincre, le plus important, c'est eux. C'est leur vie quotidienne. C'est leurs valeurs, à la limite. Mais c'est clairement pas le programme. Et donc, si vous, vous pensez qu'on va convaincre en déroulant le programme, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des débats qui, je le comprends, sont très frustrants pour toute une partie de la gauche, notamment pour les personnes diplômées, pour les personnes pour qui le programme est important, qui disent, mais enfin, les gens sont complètement cons, ils votent contre leurs intérêts. Ils votent parfois, c'est vrai, contre des intérêts matériels. Mais il y a bien d'autres choses qui viennent dans la politique, comme les émotions, la volonté de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, la volonté, le sentiment de se sentir accueilli dans un nous, un groupe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que cette conversation intentionnelle, elle a lieu à deux. D'accord? Vous ne vous liguez pas contre, mettons parce que c'est bientôt les fêtes, vous avez, je déteste ce genre d'article, mais le tonton raciste, le papy sexiste, et hop, toute la table se met à lui crier dessus. En lui disant, mais papy, tu peux pas dire ça, oh là là, mais t'es né quand, mais c'est complètement con ça. Est-ce que ça fonctionne? Mais posez-vous la question, y compris dans vos couples, dans vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec vos collègues, avec vos amis. C'est quand la dernière fois que vous avez convaincu votre conjoint, vos enfants, vos collègues de faire quelque chose en les humiliant et en leur disant qu'ils sont idiots? Est-ce que si vous avez une dispute de couple ou entre amis très proches qui commence par putain, mais t'es vraiment trop con, est-ce que ça se passe bien? Non. Donc il n'y a pas de raison qu'en porte-à-porte, que en phoning,
que sur la place du marché ou qu'avec votre tonton qui dit des choses très problématiques, ça se passe bien. Ces gens-là, ils ne vous doivent rien. C'est vous qui avez décidé d'aller leur parler. C'est vous qui avez dit, bon, aujourd'hui, je prends 1 heure de ma vie, je vais faire du phoning avec Victoire Populaire. Ou, allez, pendant ces fêtes, c'est décidé, j'essaye de convaincre Papy d'arrêter de voter pour le RN. C'est votre choix. Les gens, ils n'ont rien demandé. Ils étaient en train de faire leur marché, ils étaient en train de faire leur café, de changer leurs gosses, et vous, vous débarquez chez eux comme ça, ils vous connaissent pas, et vous leur dites, ouais, est-ce que vous faites ça? Parce que si vous faites ça, c'est vraiment grave. Mais les gens, ils vont dire, hé, tu vois la porte? Bonne journée. Alors que si vous êtes en mesure de créer une bulle protectrice, où vous dites à la personne, en fait, tu sais quoi, on ne se connaît pas. Moi, je suis assez convaincue qu'on veut les mêmes trucs. C'est-à-dire que nos enfants, ils boivent de l'eau potable, que leurs enfants à eux, ils aient une planète sur laquelle habiter, que quand on aille au boulot 35 heures par semaine, on soit capable de finir les fins de mois et de partir en vacances une fois de temps en temps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? A priori, l'autre est plutôt d'accord. Eh ben, du coup, viens, on discute sur comment on y arrive. Bah, vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Ou si vous êtes avec un proche, vous pouvez aussi parler de vous. On oublie parfois que, en fait, une conversation politique, c'est une conversation émotionnelle. Comme je vous le disais pour Camille, pardon, ma meilleure copine, donc je ne suis pas censée révéler le nom, mais pour Cam, pourquoi c'est important pour elle de dire ce qu'elle dit sur Zuckman ou sur Sarkozy? C'est parce qu'elle dit, purée, mais moi j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui raquent, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire moi, qu'on emmerde. Et ben pourquoi? Parce que il y a 3 semaines, elle a engagé un apprenti, jour 1, et il s'est fait tomber un machin sur le pouce, donc ben, elle doit le payer, mais il n'est pas en apprentissage, parce qu'il ne peut plus travailler, parce que c'est dans un garage mécano. Je comprends sa frustration. Le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais faire, c'est bouger de sa frustration qui est très circonstancielle à OK, mais du coup, là, on ne parle pas de toi. On parle d'un système, d'une classe bourgeoise organisée qui fait primer ses intérêts très, très petits avant celui de tous les autres, y compris le tien. Mais ça, je ne peux pas y arriver. Alors, attendez, pardon, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi, c'est très étrange. Ça n'arrive jamais. Je suis désolée, c'est les aléas du direct. Je reviens tout de suite. Ok, donc nous attendons Lumire qui va revenir incessamment sous peu. Reviens, Lumière, il y a les mêmes à la maison. Oui. C'est C'était un interlude. C'est un interlude comme au cinéma. C'était quelqu'un qui venait faire du porte-à-porte pour l'internationaliste, vous voyez? Oh, waouh. Je disais donc les émotions. Et donc, je pense que ce qu'il faut vraiment arriver à créer, c'est cette bulle protectrice, où en fait, on n'est pas dans un affrontement, on n'est pas dans un débat, on n'est pas dans je t'écoute juste en attendant mon tour de parler et juste pour savoir la connerie que tu vas dire pour pouvoir t'enfoncer. On est sur une conversation. Vas-y, Maryse. Alors, comment est-ce qu'on crée une conversation plutôt qu'un échange tendu, fait de piques et d'attaques? Vous me poserez donc cette question. Eh bien, je vous réponds. Il faut poser des questions ouvertes et non pas des questions fermées. C'est-à-dire des questions fermées, on répond par oui, non. Par exemple, mais du coup, t'es pour l'attaque Zuckman? Oui, non. Si la personne n'a pas vraiment envie de débattre avec vous, ça va être un peu laborieux pour l'avoir déjà fait, hein. C'est long. Vous essayez de relancer, l'autre a clairement pas envie d'être là, ou d'avoir cette conversation et vous ramez dur. Plutôt que, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc où il faudrait taxer les 1 800 familles les plus riches? Là, on ouvre déjà un peu. Et en fait, surtout, le plus important, ça va être de creuser, creuser, creuser. Mais pourquoi? Alors, nous, on a un truc qui s'appelle le jeu des 7 pourquoi. Ça ne veut pas dire il faut répéter 7 fois de suite pourquoi, mais il faut dire que souvent, ça veut dire que souvent, il faut de très nombreuses relances pour arriver au cœur du sujet.
je reprends mon exemple de Sarko, si j'avais été moins neuneux sur ce cas, ou en tout cas avec 2 pintes en moins, j'aurais sans doute dit, ah bon, plutôt que de dire, mais ça va pas, comment tu peux dire ça, enfin, t'as vu pourquoi il a été condamné, j'aurais plutôt dit, ah c'est marrant, mais pourquoi tu dis ça? Et là, elle m'aurait dit, bah, c'est toujours pareil, je la connais par cœur. Donc, de toute manière, c'est toujours les gens de droite, regarde, Fillon, pile juste avant les élections, paf, ils lui sortent un truc, Rachida Dati, pile machin. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu trouves que, enfin, pourquoi tu penses ça? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Camille, 33 ans, qui habite dans un patelin, qui n'a pas le quart du dixième du centième de la fortune de tous ces gens ou du pouvoir de tous ces gens, ressent un sentiment d'identification tel avec eux que ce qui leur arrive la met, elle, en colère. Parce que c'est ça la question, en fait. Et c'est la même chose pour la taxe Zuckman. Pourquoi est-ce que des gens qui n'arriveront jamais à 100 000 balles de patrimoine refusent de taxer des gens qui en ont 100 millions? Pourquoi est-ce que ce qui arrive à cette classe de gens est important pour eux? Au point où, alors même qu'on leur explique que si on taxait ces gens, un, ils continueraient à être beaucoup plus riches qu'eux, et deux, ça renflouerait les caisses en faisant des économies sur eux, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et ça n'est pas idiot. C'est le fruit d'une propagande depuis les années 1980, extrêmement libérale, qui a vocation à créer des sentiments d'identification entre la classe ultra dominante et les autres. Vous vous rappelez, les milliardaires, ils sont 42 en France, hein. Donc dans une démocratie, avec 42 voix, on fait rien. Par contre, si on crée un sentiment d'appartenance basé sur des concepts très très vagues comme riche ou patron ou agriculteur, entre un géant de l'agro-industrie et un éleveur, entre un multimilliardaire et un patron de TPE, entre euh, quelqu'un qui dirige un groupe du CAC 40 et quelqu'un qui a un garage mécano, alors on peut commencer à brouiller complètement les pistes de qui sont nos adversaires et qui sont nos alliés. Et donc à empêcher profondément Camille et ses proches de dire, attends, mais là, ces gens, ils travaillent pas pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et ça, il ne faut absolument pas le mépriser. Je veux dire, la France, les classes moyennes au global, sont des victimes d'une propagande extrêmement bien organisée, extrêmement financée, extrêmement diffusée. C'est pas pour rien que ces 10 milliardaires, ils ont acheté 90% des médias, qu'aujourd'hui, ils dirigent la vie politique française en partie en s'achetant les faveurs à travers des lobbies des différents partis politiques. Enfin, je veux dire, si ça n'était pas ça l'objectif, ils ne mettraient pas autant de pognon là-dedans. Donc il y a un projet très clair, très structuré, très financé de la part d'une poignée de gens pour rester au pouvoir. Ça, je ne crois pas que ce soit complotiste de le dire. Il me semble que c'est documenté par les Pinsons Charlot, par exemple, des sociologues de la haute bourgeoisie, par des rapports et des rapports sur le poids des lobbyistes à la fois à Paris et à Bruxelles. Enfin, je veux dire, on le sait. Mais tout le monde ne le sait pas. Et c'est en posant des questions que vous allez réussir à ouvrir des brèches et à créer des cracks. C'est à ça que sert la reformulation. Les gens, ils disent des trucs, et c'est là qu'en fait, il ne faut pas écouter pour répondre. Il faut écouter pour reformuler. Parce que la plupart du temps, il y a des trous dans ces argumentaires. Ces argumentaires ne tiennent pas. Donc, typiquement, si je reprends la taxe Zuckman, je dis OK, donc tu as l'impression qu'on est trop taxé en France. D'accord? Est-ce que je peux te demander combien tu gagnes? Est-ce que je peux te demander combien tu payes d'impôts? Tu es sur quelle tranche? Très bien. Est-ce que tu sais combien les milliardaires payent d'impôts en France? 2%. Est-ce que toi, tu payes 2% d'impôts? La réponse est non. La réponse est toujours non. D'accord? Là, pareil, l'objectif n'est pas d'avoir un grand sourire de vainqueur en disant, tiens, je t'ai bien miné dans le caca, hein. L'objectif est de dire, mais tu trouves pas ça un peu injuste, en fait? Enfin, je sais pas. Et souvent, ces émotions, il faut les valider parce que là, les gens vont dire, bah oui, c'est injuste.
En fait, et c'est ce que moi, enfin, pour travailler beaucoup avec des classes moyennes, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est pas normal, c'est toujours les mêmes qui payent. Oui, c'est injuste quand toi, tu as l'impression d'être toujours celui qui paye. Je suis d'accord. Je peux entendre que tu trouves ça injuste de bénéficier des largesses de l'État sans aucune contrepartie. Ok, moi, j'ai fait un pas vers ton sens, je vais valider ton émotion. Tu trouves que c'est injuste. Par contre, est-ce que tu sais que qui sont ceux qui bénéficient le plus des largesses de l'État sans aucune contrepartie? Eh bien, ce sont les multinationales. 211 milliards, c'est le premier budget de l'État. 211 milliards d'euros d'aide publique aux multinationales sans aucune contrepartie. C'est-à-dire concrètement, au fil des ronds à Auchan, Auchan licencie. On file des rangs à Sanofi, Sanofi fait sa production ailleurs qu'en France. Enfin, je veux dire, c'est ça le truc. Et donc, mais ça, vous ne pouvez arriver à avancer ce point que si vous vous êtes mis d'accord sur des valeurs. La valeur, elle est l'injustice. Bien sûr que c'est injuste d'avoir l'impression de toujours payer pour les autres. Mais d'ailleurs, c'est pas une impression, c'est assez vrai. Et à la limite, pourquoi pas dire, mais moi je comprends que tu trouves ça choquant, que si tu connais une personne, parce qu'on en connaît toutes et tous une dans notre entourage, qui alterne les périodes de chômage, de RSA, machin, nan. Ok, je peux comprendre que ça soit rageant. Je comprends que toi, tu te lèves tous les matins pour aller bosser et que ça t'interroge, le fait de te dire, bah, est-ce que cette personne, alors qu'elle est en pleine santé, pourquoi est-ce qu'elle contribue pas? Moi, je trouve ça normal de contribuer à hauteur de ses moyens. Mais du coup, tu penses pas que les plus gros devraient contribuer plus gros? Là, ça devient très, très difficile de dire non en fait. Mais ça, vous ne pouvez y arriver que si vous avez, je le rappelle, construit la confiance et ensuite reformuler en disant, attends, donc du coup, ce que je comprends bien, et pas en prenant les gens pour des neuneux. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi leur valeur. Et donc, quand Camille, elle me dit, c'est pas normal, c'est toujours les mêmes qui sont taxés, en fait, ce qu'elle me dit, c'est il y a une injustice sur qui est mis à contribution. Donc, c'est ça qu'il faut valider. Mais bien sûr, moi, la justice, enfin, je veux dire, on est le camp de la justice à gauche, on est le camp de la. On ne fait que de le dire, de la justice sociale, la justice fiscale, la justice environnementale. Eh ben oui, on est d'accord que c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui payent. Mais c'est qui toujours les mêmes? C'est ça la question. Et c'est là que, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut creuser les non-dits parce que les non-dits, ils vous montrent aussi où en est la personne. La personne, si vous l'accompagnez correctement sur ce chemin de remise en question, c'est-à-dire en posant les bonnes questions au bon moment, en étant une personne de soutien. Parce qu'en fait, encore une fois, vous savez, on parle de politique, mais moi je fais vraiment beaucoup de comparatifs avec la vraie vie. C'est pas agréable de reconnaître qu'on a eu tort, de se faire prendre la main dans le sac, de voir que bah ouais notre raisonnement il tient pas, que on s'est fait avoir, que on nous a dupés. C'est pas agréable. Par exemple, enfin je sais pas, la dernière fois je discutais avec des copains qui ont un enfant qui leur a raconté, en gros, le gamin racontait une craque aux parents, enfin au papa, le papa défend mordicus le gamin, et la maman finit par lui dire non, mais en fait regarde il a menti. Tu vois bien qu'il a menti. Bah oui, là, le papa, il se sent un peu emmerdé parce qu'il est pris dans un conflit de loyauté. Il est en mode, bah oui, je vois bien qu'il. Mais en même temps, lui, il m'avait dit qu'il n'avait pas menti. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Je peux plus lui faire confiance. Enfin, bref, ça crée un flou, une panique, un manque de confiance où les repères, les choses qu'on pensait acquises chancellent. Et c'est là qu'il faut être très soutenant. C'est là qu'il faut dire à l'autre, il faut comprendre dans les non-dits, est-ce qu'il est en train de prendre conscience que si on lui a menti sur un truc, on peut lui avoir menti sur d'autres? Moi, je pose beaucoup la question, par exemple, à qui ça profite que tu penses comme ça, tu penses? Si tu penses, donc toi, tu penses que les responsables de la faillite en France, c'est les immigrés, ok. Qui est-ce que tu penses que ça arrange que tu penses ça? Ben, la réponse, c'est toujours les puissants, les ultra riches, les fachos, les multinationales, ceux qui ont déjà le pouvoir. Bah, en fait, c'est dur d'arriver à dire, bah ouais, j'avoue, attends, ça tient plus de nous, mon machin là. Surtout quand c'est des valeurs qui vous tiennent depuis un moment. Qui sont des repères dans votre vie politique, qui sont des repères pour comprendre le monde. Parce qu'en fait, la politique, pour beaucoup de gens, c'est des repères dans le monde. C'est une manière de comprendre ce qui leur arrive à eux. Donc en fait, quand il leur arrive quelque chose de positif, ils se disent, bah, c'est grâce à moi, j'ai bien bossé. Quand il leur arrive quelque chose de négatif, ils cherchent un responsable. Et le responsable que la majorité des médias et des partis politiques aujourd'hui audibles leur proposent, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des boucs émissaires. Et c'est facile d'accepter ça. C'est plus difficile de dire attends, attends, attends.
pourquoi, depuis quand je pense ça en fait? Quand est-ce que ça a commencé ce truc? C'est quoi la première fois que j'ai entendu ça? Mais ça, c'est à vous de poser ces questions. Parce que la radicalisation, à l'extrême droite par exemple, elle arrive quand il n'y a plus aucune prise. Tout est expliqué par le biais racial. Allez, c'est toujours la faute des mêmes. De toute manière, ils ont réponse à tout. Et c'est pour ça que les moments où on arrive encore à ouvrir la conversation, c'est quand on crée des brèches. C'est quand l'autre hésite. C'est quand l'autre dit, ah ouais, attends, j'avais pas pensé à ça. Ou, ah putain, c'est la première fois que je vois ça comme ça, ouais. Ah bon? Ok, mais tu crois que c'est ça qu'on cherche? C'est pas l'écrasement, c'est pas la mort par chaos, c'est le doute. Parce qu'une fois qu'on a douté une fois, on peut remettre tout l'édifice en œuvre. On peut remettre tout l'édifice en cause, pardon. Parce que si on m'a menti sur un truc, on m'a peut-être menti sur d'autres. Mais si je me suis trompée là, peut-être que je me suis trompée sur d'autres trucs. Et là, il faut être là pour l'autre. Il faut surtout pas l'achever en lui disant, bah tu vois, je t'avais bien dit. Il faut lui dire, bah tu sais, moi, j'étais comme toi pendant un moment, je pensais ça, et puis en fait, je me suis dit plutôt ça, et puis bah ouais, on change, c'est normal, c'est la vie. Parfois, on se plante. Moi aussi, avant, je pensais ça, et puis tu sais, je change aussi, je change encore. Je réalise tous les jours que en fait, il y avait des trucs que je croyais, peut-être que c'est pas ça. Ou quelqu'un m'a raconté ça, et depuis, machin. N'hésitez pas à partager vous aussi vos expériences de changement, parce que ça permet à l'autre de s'autoriser à changer et à douter. Et c'est très important d'avoir l'espace pour le faire. Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît, Maryse? Donc la structure gagnante, je vous la donne en mille. C'est toujours commencer par écouter, pour comprendre les valeurs, pour comprendre les expériences fondatrices, pour comprendre les émotions, notamment les colères. Ensuite, c'est toujours relier, c'est ce que je vous disais, par exemple, partager votre histoire en disant, mais tu sais, moi, ce truc m'est arrivé, moi, je pensais comme toi avant, et puis en fait, on m'a raconté ça, j'ai expérimenté ça, etc. Il faut recadrer, c'est ce que je vous disais sur rediriger la colère, reformuler, montrer ce qui est en jeu. Donc en gros, c'est, mais à qui profite le crime? Mais depuis quand tu penses ça? Mais à ton avis, qui a intérêt à ce que tu penses ça? Proposer autre chose, et là on arrive dans le vif de notre sujet pour les élections municipales, cette conversation intentionnelle, elle se finit toujours par des devoirs, en tout cas par une avancée. Il faut la cranter. Et je vais vous donner encore une fois une comparaison avec la vie quotidienne. Quand j'étais au lycée, puis étudiante, ma meilleure copine de l'époque, Laurine, avait un copain qui était extrêmement naze. Mais vraiment, il était naze, mais super naze. Il la traitait pas bien, il rentrait toujours bourré de soirée, on savait jamais où il était, il faisait pas, il faisait rien à la baraque, enfin vraiment il était mais pas intéressant. Pendant des années, j'ai eu des conversations sur ce sujet avec Laurine. Et il y a trois types de conversations que j'ai eues avec elle. La conversation numéro une, qui est clairement la moins intéressante, c'était aller au café en me disant, putain, je sais ce qui va se passer pendant une heure, je suis à deux doigts de prendre mon... Voilà, je me dis, allez, j'ai fait ma BA, j'ai écouté pendant une heure. Bon, bah voilà, au bout d'une heure, vidange. Et puis après, je suis rentrée chez moi, j'étais en colère. Je me disais, putain, mais c'est pas possible, elle va pas poser une question, elle va pas me demander comment moi je vais. Combien de fois on va encore avoir cette conversation? Ça, c'est une conversation pas du tout intéressante. Euh, J'avais une conversation, je pouvais aussi avoir des conversations empathiques, où j'étais un peu plus présente, où je disais, ah bah oui, je sais, oh là là, ma pauvre, c'est dur. Je validais ses émotions. J'écoutais. Je lui disais, bah tu sais, moi aussi, il m'est arrivé ça. Enfin bref, je faisais les cinq premiers. Pardon, les trois premières étapes. Donc j'écoutais, je reliais en disant, bah, tu sais, moi aussi. Je recadrais en disant, mais oui, je sais, je comprends, mais en fait, c'est ça que tu ressens, machin. Mais ça servait à rien. Parce qu'en fait, la fois d'après, ça recommençait pareil. Jusqu'à ce que je tente la conversation intentionnelle où je fais exactement les trois premières étapes, mais à la fin, je lui dis, écoute, Laurine, je crois, ça peut plus durer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que tu pourrais peut-être aller voir une psy. Est-ce que vous avez essayé d'aller voir un psy ensemble? Est-ce que tu as essayé de le quitter? Est-ce que tu as essayé nanani nanana? Et là, on propose des actions claires et concrètes. Parce qu'en fait, elle est mûre pour se dire, mais en fait, ça n'est plus possible de vivre comme ça. Mais il ne faut pas rater le train du, ok, mais du coup, maintenant, on fait quoi en fait?
Et là, et c'est le plus dur, on demande un engagement concret. Concrètement, en politique, ça ressemble, mais d'ailleurs dans la vraie vie aussi, ça, est-ce que je peux compter sur toi pour donner des sous à Victoire Populaire, aller voir un psy, essayer de tester la conversation intentionnelle chez ton papy réac, etc., etc. Toujours cet engagement, c'est extrêmement important. Vas-y, Maryse. Je pense qu'on est aux questions. Je n'ai absolument pas suivi le chat, donc peut-être, Maryse, tu peux me dire là où il y avait des questions. Oui, ça Ilililili. vient, ça vient, ça vient. C'était plutôt des commentaires, mais on peut ouvrir les questions maintenant. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions liées à ce que Lumire vient de nous raconter? Ah oui, il y a Romain qui a quelque chose à dire. Bonsoir. Vous m'entendez? Alors, ouais, je lis ton message. Alors, c'est une très bonne question. Ah, c'est pas le même Romain. Ah bon? Ah oui, Du pardon. coup, je te laisse prendre l'autre Romain, il était en premier. Alors, je prends le premier, Romain. Les dingueries racistes. Alors, déjà, ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez et avec qui vous avez envie de garder un lien? Si c'est le cas, vous pouvez dire, écoute ça, franchement, tu sais que je t'aime. Tu sais que moi, j'aime bien parler de politique avec toi, même si on n'est pas toujours d'accord, parce que c'est intéressant, mais ça, c'est pas possible. En fait, ça, c'est pas possible pour moi. Je suis désolée, mais ça me heurte trop. Je peux pas. Donc, en fait, soit on arrête d'en parler, ce qui je trouverais ça un peu dommage, parce que moi, j'aime bien parler avec toi, même si on n'est pas d'accord. Soit tu ne dis plus ce genre de truc. Et puis, vous voyez ce qui se passe. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous dit les Arabes dehors, vous dites OK, merci monsieur, bonne journée. Et vous allez parler à quelqu'un d'autre. On n'a pas assez de temps à perdre avec des gens qu'on ne convaincra jamais. Romain, vas-y. Alors, c'est probablement dans la continuité, hein, mais comment est-ce que vous désamorcez quelqu'un qui est dans un mécanisme de mauvaise foi, c'est plus vraiment rationnel, il y a un blocage. Alors, peut-être que je peux faire le lien avec la question sur les mensonges. En fait, il faut voir l'intention. Est-ce que cette personne, elle est désinformée et elle a authentiquement envie, besoin de savoir ce qui se passe en vrai? Ce qui est, je pense, c'était le cas de ma copine Camille, sur le coup, où vraiment, elle n'avait pas l'info. Et donc, dans ce cas-là, avec bienveillance, vous pouvez lui dire, écoute, là, franchement, on a... Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Est-ce que je peux te raconter ce que moi j'ai entendu, ce que moi j'ai vu, ce que machin, en légitimant un peu votre propos? Quitte à lui proposer de faire des recherches avec elle. En lui disant, tu sais, j'ai vu ce truc, enfin franchement, le Sénat, sympa, où on demande à ChatGPT, enfin bon, j'en sais rien. Objectiver le truc, si c'est une personne qui ne sait pas. Si c'est une personne qui intentionnellement vous ment, elle sait que c'est pas vrai, mais elle raconte des cracks. Alors, c'est comme pour le racisme, soit vous aimez cette personne, vous avez envie de continuer à avoir des conversations avec elle et vous clarifiez les choses, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas et vous fermez la porte et vous dites, écoutez, madame, c'est pas grave, je pense qu'on va pas s'entendre. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Il faut pas hésiter à mettre fin au débat. On ne va pas convaincre tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on passe. Stéphanie. Alors, si la personne ne dit pas oui, mais peut-être, ou je vais réfléchir. C'est une très bonne question. On ne s'arrête pas là. On dit à la personne, ah, ok, mais du coup, j'avais l'impression que ça s'était bien passé, donc pourquoi peut-être? De quoi tu as besoin pour réfléchir? En fait, il faut comprendre les blocages. De quoi tu as peur? Alors, par exemple, vous avez une super conversation il y a deux types de conversations. Des conversations de recrutement, donc vous voulez recruter la personne comme bénévole, vous voulez la mettre sur votre liste, et des conversations de conversion, vous voulez qu'en gros la personne vote pour vous, quoi. Ou soutienne votre machin, signe votre pétition, peu importe. Euh, Là, il faut comprendre le blocage. Donc, par exemple, je vais réfléchir. Alors, si vous lui dites, est-ce que tu veux te mettre sur ma liste et qu'elle vous dit pas oui tout de suite, c'est normal, c'est une grosse décision. La personne ne va pas vous dire à l'instant, ouais, ok, vas-y, pump it up, je me mets sur ta liste municipale. C'est normal qu'elle doive prendre une demi-seconde pour réfléchir. Là, vous pouvez par contre toujours clarifier de quoi tu as besoin pour t'aider à prendre ta décision. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à prendre la décision? Si c'est quelqu'un sur le vote, vous pouvez dire pareil. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Je comprends pas, j'avais l'impression qu'on était d'accord.
Peut-être que que j'ai mal répondu à votre question. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Enfin, essayez de comprendre le blocage. C'est vraiment super important. Parce que souvent, c'est des blocages logistiques. Par exemple, devenir bénévole. Ouais, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Et là, on sort des idées. On est sur de la logistique. Mais il n'y a pas de problème. Tu sais, on a des gens qui peuvent t'aider. Écoute, viens à un appel, machin. Si tu veux, je te donne le numéro de machin qui l'a déjà fait, qui avait les mêmes doutes. Et elle va te raconter comment ça s'est passé, etc., etc. Moi, j'aurais aussi tendance à vous dire que si c'est des gens que vous aimez, il faut leur dire que c'est important pour vous. On- En fait, ça n'est pas de la culpabilisation. Par exemple, moi, j'ai eu ces conversations beaucoup avec mes parents sur le voile. Donc, je viens d'une famille très anticléricale et par mon militantisme, j'ai été amenée à fréquenter de nombreuses personnes qui portaient le foulard. Et c'était un gros point de crispation. Et en fait, en termes d'idées, on n'y arrivait pas. On n'était vraiment radicalement pas d'accord sur la laïcité, le machin, le truc. Et en fait, la manière dont j'ai fini par dire à une personne très proche de moi, en fait, j'ai besoin pour notre relation juste que tu lises cet article. Je te demande pas d'être d'accord avec moi. J'ai besoin que tu comprennes ce que je veux te dire sans m'énerver parce que là, on n'y arrive pas. Donc, s'il te plaît, est-ce que je peux juste te demander de t'engager à lire cet article? C'est tout ce que je te demande. Ça, vous pouvez le faire avec vos proches. Et après, vous rouvrez la porte. De toute manière, quand c'est vos proches, ça prend plus de temps. Et il faut l'accepter. C'est rare dans une conversation changer du tout au tout les gens. Par contre, on se rappelle, l'objectif, c'est créer des trous, des brèches, des doutes, des questionnements. C'est là où il n'y a plus de questionnement qu'il n'y a plus d'espoir. Tant qu'il y a des doutes, tant qu'il y a des incohérences, tant qu'il y a des inconsistances, ça veut dire que nous, on a de la place pour avancer nos idées. Alors, les abstentionnistes convaincus qui disent que ça sert à rien d'aller voter. Je vais sans doute vous décevoir, mais moi, je crois beaucoup plus à faire changer d'avis les gens qui votent pour autre chose que de faire changer d'avis les abstentionnistes. Pour moi, les abstentionnistes, ils voteront sur de l'affect. Donc, soit vous avez des candidats, par exemple, enfin, en fait, moi, je comprends que quand on habite dans une banlieue et qu'on est une personne racisée et que la totalité des gens qui se sont présentés devant nous ne nous ressemblent pas, on en est marre et que tout d'un coup, il y a une nouvelle personne qui nous ressemble, qui se présente pour la première fois, on se dit, ok, bah là, j'ai envie d'y croire. Il y a un moment, en fait, la représentativité et la représentation, ça compte. Et je pense qu'il y a des gens qui ont été ramenés au vote par Rima Hassan, par exemple. Des gens qui ont été ramenés au vote par Zoran Mamdani. Des gens qui ont été ramenés au vote par des jeunes, par des femmes. En fait, il y a un moment, il y a aussi un truc de personnalité de ce que vous représentez, enfin ce que le candidat ou la candidate représente, qui fait que ça, c'est pas une conversation idéologique. Je crois assez sincèrement que pour des gens qui sont profondément convaincus, qui font le choix politique de ne pas aller voter, il n'y a pas grand-chose à faire et c'est pas très grave, ils peuvent s'engager autrement. Et que pour les gens qui n'y croient juste plus profondément, bah, il faut quelque chose qui va leur redonner espoir. Mais ça ne peut être qu'une dynamique très très forte et je pense que ça tient pas mal au candidat ou à la candidate. Voilà, typiquement Afren, Rachel Keke qui ramène des votants, bien évidemment. En fait, il y a un moment, euh, il faut un changement et il y a des gens qui ne revoteront plus tant que ce sera toujours la même offre politique, ça c'est sûr. J'essaye de monter une liste dans ma commune et de nombreuses personnes seraient motivées, mais ont peur des répercussions en cas de défaite. C'est normal. Déjà, un immense bravo, Lucille. Bravo, bravo, bravo. Vous faites le travail le plus difficile et on devrait toutes et tous vous en être reconnaissants et reconnaissantes. C'est normal, c'est difficile. Déjà, je vous conseille d'aller voir le travail de fréquences communes et actions communes. Ce sont des groupes donc des orgas, un peu comme Victoire Populaire, qui accompagnent des listes citoyennes et participatives. Donc, ce sont des sujets qu'ils et elles ont déjà traités. Moi, ce que je vous conseille, c'est comme pour toute décision difficile à prendre. Je sais pas, avoir un enfant, acheter un appart, faire une décision de changement de vie. Tous les machins collectifs, il faut se réunir pour faire sauter les blocages. En fait, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir se rassurer collectivement. Donc, voyez-vous, buvez des coups avec ou sans alcool, faites un espace où les gens peuvent poser leurs peurs et essayer d'y répondre collectivement.
Donc on a Johan qui est, j'imagine, chez Fréquence et Action Commune. Donc Johan et Lucille, n'hésitez pas à vous connecter. Action commune, fréquence commune. Et donc c'était le sujet de la conversation de la session 3, donc n'hésitez pas à la retrouver sur le site. Est-ce que tu peux dérouler, s'il te plaît, Maryse, parce qu'il nous reste 2 minutes. Alors, en prochaines actions, parce que chez nous, on se donne toujours des devoirs. Euh, Si vous ne le savez pas encore, nous avons créé, merci beaucoup Maryse, une liste avec d'autres acteurs comme Street Press, des communes pivots, c'est-à-dire les communes qui peuvent basculer à droite ou à gauche à quelques voix près. Je vous donne donc en devoir d'aller vérifier après cette session, il nous reste seulement 2 minutes, si votre commune fait partie des communes pivots. Vous pouvez de même rejoindre une action de terrain ou en lancer une en rejoignant un brief de campagne. En ce moment, on a une super campagne qui s'appelle Chaque voix compte, qui est une campagne pour lutter contre l'abstention. Vous pouvez le faire à partir de 2 personnes. Ça sera utile peu importe où vous alliez, en fait, où vous habitez, et peu importe la situation locale ou municipale chez vous. Et enfin, si vous n'habitez pas dans une commune pivot et si vous n'avez pas envie de faire une action de terrain, vous pouvez rejoindre une action de phoning. Si vous avez très envie d'agir depuis votre canapé avec une bouillotte, vous avez complètement le droit. Je pense que ce qui serait le mieux, c'est que vous cliquiez sur les 3 liens dès maintenant pour qu'ils soient ouverts, alors même que nous allons fermer cette session. La question sur les listes non partisanes. Alors, et autre question sur les villages. Nous allons donc attendez, pardon, je me perds, je réponds dans l'ordre. Nous allons lancer une action petite commune pour les communes de moins de 10 à 8 000 habitants. On n'est pas encore sûr. Les liens ne fonctionnent pas, Maryse, si tu peux checker, s'il te plaît. Euh, ça va permettre d'accompagner les listes dans les communes donc de moins de 10 000 ou moins de 8 000 habitants qui ont une liste unique de gauche ou progressiste, si jamais il n'y a pas d'étiquette parce que c'est souvent chez nous, qui se présentent face à une liste de droite ou à des listes de droite. C'est super important parce que nous, je vous le rappelle, nous sommes unionistes. D'accord? Donc, en cas de 2 listes à gauche, nous ne soutenons pas de liste unique. On peut faire des actions contre l'abstention avec la campagne Chaque voix compte. C'est ce que vous voyez à l'écran. Mais on n'accompagnera pas en tant que victoire populaire une liste s'il y a plusieurs listes de gauche en lice. Si il n'y a qu'une liste et que vous habitez dans une petite commune, dans ce cas-là, restez à l'affût, vous allez recevoir un mail de Victoire Populaire. Si vous avez Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je posterai les updates et on va faire des promos au municipal, en gros. Donc, on va essayer de vous accompagner au mieux pour faire campagne. Je rappelle cependant que nous, notre expertise chez Victoire Populaire, c'est de faire campagne. Ça n'est pas de créer des listes ou d'écrire des programmes. Si jamais c'est ça la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire pas encore de liste complète et pas encore de programme, je vous invite à vous rapprocher de Fréquence Commune et d'Action Commune si vous êtes une petite liste participative et citoyenne. C'est une très bonne question sur les conversations intentionnelles sur les candidats des listes de gauche non unionistes. Tout à fait. Vous pouvez aussi faire des pétitions. Vous pouvez, n'hésitez pas à écrire à la primaire pop, pardon, Victoire Pop, je suis une ancienne, pour demander des infos sur les pétitions. On essaye de mettre ça en branle parce qu'en effet, il y a de nombreuses villes, y compris des villes pivots, qui refusent de faire l'union. La palme revient pour le moment à Caen, qui a pour le moment 4 à 5 listes de gauche, dans une commune qui pourrait passer à gauche avec l'Union. Il est 20h02. Maryse, est-ce que tu peux nous remettre sur le doc, s'il te plaît? Maryse, je ne sais pas si tu m'entends, mais là, tout de suite, on est sur la page soutenir. Ouais, alors, si tu peux passer, c'est cool.
Je vous informe enfin que c'est la fin du cycle de novembre, mais que nous nous retrouvons en décembre pour toujours plus de fun. La première session sera ce que Militer peut vous apporter avec plein de témoignages de nos militants et nos militantes. Deux, comment argumenter à la table de Noël, ce qui en gros va être un mix entre la conversation intentionnelle, parce qu'on se rappelle, on ne saute pas à la gorge des gens à Noël. Et deux, j'imagine, quelques arguments de fond. Et enfin, la joie militante, comment construire des luttes vivantes et créatrices. J'imagine qu'on va faire ça avec le bruit qui court pour remettre un peu de paillettes dans nos vies. Maryse, est-ce que tu peux voir? Voilà, merci. C'est la page promo. Cette formation a été financée par vous. Je rappelle que Victoire Populaire est un parti, enfin est une orga, pardon, 100% indépendante des partis, que nous ne touchons aucun euro de l'État, que nous ne touchons pas d'argent, des milliardaires, des fondations, et que nous dépendons donc à 100% des dons des membres de Victoire Populaire, comme vous et moi. Ce sont ces dons-là qui financent mon salaire, celui de Marie qui a organisé cette formation, celui de Camille, de Romain, qui ont participé à animer ces autres formations. Tout ce que nous faisons est absolument gratuit. Nous ne faisons jamais, jamais, jamais rien payer aux membres et aux personnes que nous formons. Donc, si vous avez envie de nous soutenir, nous serions extrêmement reconnaissants. Pour les pétitions, il y a des modèles, oui, tout à fait. Comment est-ce que ça va être le plus simple? Est-ce que si vous avez envie et besoin d'une pétition, vous pouvez m'envoyer un mail à mon mail que je vous mets juste après, victoirepopulaire.fr. Attendez, je vérifie parce que je suis jamais sûre que ce soit bien ça. Ne bougez pas. Alors, mon adresse victoirepopulaire.fr. Oui, c'est ça. Hop là. Si vous avez donc besoin d'une pétition pour forcer l'union de la gauche dans votre commune, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai la pétition ainsi que le kit de diffusion de la pétition. Il me semble que c'est la fin, Maryse, et nous avons 5 minutes de retard. Donc, je suis extrêmement désolée. Un grand merci à toutes et tous. J'espère que vous avez appris des trucs et surtout, j'espère que vous allez les mettre en pratique. Moi, perso, j'aimerais bien vous donner le challenge de cette semaine. On est lundi, avoir au moins 2 conversations intentionnelles. Au bureau, avec vos petits-enfants, au café, en famille, entre amis, on s'en fiche. Vous choisissez un sujet un peu touchy sur lequel vous vous dites, je pense qu'on va pas trop être d'accord, et vous creusez, vous creusez, vous creusez. Merci à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Rappelez-vous que notre temps, notre énergie et notre joie sont précieux et précieuses et que rien n'est encore fait. Il nous reste très exactement 4 mois pour gagner ces élections municipales. Je ne veux pas vous faire peur, mais si jamais on les perd, on perd le Sénat. Et là, ça devient très, très badant. Mais il y a plein de choses à faire encore pour pouvoir gagner tout ça. Merci Gilles qui nous dit faisons un don. C'est très gentil parce que nos caisses sont un peu vides en ce moment et qu'il faut payer nos salaires. Le Sénat tout à fait, est un immense argument. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour le prochain cycle de formation. Ciao à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Merci, salut. Merci.